Beaucoup de gens ont cette vision simpliste d'un Japon entre tradition et modernité. Un pays propre, sécurisé, avec une population disciplinée, respectueuse et ethniquement homogène. Si bien que certains s'imaginent une représentation fantasmée du pays du soleil levant. Paradis sécuritaire, néolibéral et anti-immigration, héritier de l'empire d'avant-guerre. Et si le Japon est aussi orienté politiquement, alors les mangas issus de sa culture pourraient l'être tout autant. Sauf que vous vous doutez bien que la réalité est beaucoup plus nuancée et complexe que ça. Il faut remettre en question tous les clichés attachés à ce pays. Et un bon moyen pour commencer, ce sont les chroniques de Lex Tutor sur sa chaîne Twitch, ainsi que les vidéos qu'il a commencé sur TikTok. Dire qu'un pays est inscrit par essence dans tel ou tel courant politique, c'est juste ignorer les dynamiques de classe et des luttes politiques qui ont eu cours, qui ont toujours cours et qui auront encore cours demain. Cette position de dire le Japon est un pays de droite, elle masque juste la réalité historique et complexe qu'a été et qui est encore celle du Japon. Et ça, en plus d'être absurde, c'est juste historiquement et matériellement éclaté au sol. Le Japon a une longue histoire avec la gauche. Je pourrais vous parler de la montée de la conscience de classe populaire liée aux émeutes du riz au début du XXe. Je pourrais vous parler des mouvements féministes de ces années-là et de la formation en 1921 de la première organisation de femmes socialistes du pays. Je pourrais vous parler pendant des heures des grandes manifestations et des grandes grèves qui ont eu lieu dans les années 50 et dans les années 60. Je pourrais vous parler de l'importance du marxisme dans les sciences sociales et humaines jusque dans les années 80. Mais même maintenant, je pourrais vous citer des organisations antiracistes, féministes, écologistes qui ont à cœur la question sociale et qui œuvrent au Japon depuis des années. Et ça sans parler des partis politiques qui sont affiliés de près ou de loin à la gauche politique. Et ça n'empêche pas de reconnaître en même temps que depuis des décennies, le pouvoir est aux mains de factions droitières et extrême droitières qui chaque année s'emploient un peu plus à entraver les forces de gauche du pays. On peut faire les deux en même temps. C'est possible en fait. Je le remercie au passage pour la relecture de mon script et vous invite à découvrir son travail disponible sur YouTube. On remarque surtout une disparité entre les idées véhiculées par le gouvernement japonais et celles voulues par la population. Par exemple, le gouvernement du PLD, le parti conservateur qui a été le plus souvent au pouvoir, veut remettre en question l'article 9 de la constitution du Japon sur le renoncement à la guerre. Mais cette volonté est bloquée par la population qui tient à cet aspect pacifiste de leur pays. Sans compter que dans les faits, le PLD n'hésite pas à s'essuyer les pieds sur l'article 9, en faisant intervenir à l'étranger les forces d'autodéfense japonaises censées être cantonnées au rôle de défense, c'est dans le nom. Autre exemple, le même gouvernement est contre le développement des droits des personnes LGBT+, même basiques comme le mariage homosexuel. Alors que si on interroge la population, une majorité des Japonais est favorable au mariage gay. Et dans les faits, faute de loi au niveau national, ce sont les préfectures au niveau local qui prévoient des partenariats civils, un équivalent du Pacs chez nous, pour les couples gays. Et le nombre de ces préfectures ne fait qu'augmenter depuis 2015 jusqu'à couvrir aujourd'hui la majorité de la population japonaise. En bref, les gens qui fantasment un Japon imperméable aux idées pro-LGBT+, qui ne serait importé que par les occidentaux, ils se trompent. C'est d'ailleurs ironique quand on sait que les valeurs conservatrices des mœurs encore présentes aujourd'hui au Japon, que les occidentaux nostalgiques de l'empire d'avant-guerre présentent comme les valeurs traditionnelles du Japon, elles viennent en grande partie de leur durcissement par le gouvernement japonais à la fin du 19e siècle, influencé par son contact avec les pays occidentaux de culture chrétienne. Un peu d'histoire. On a fait tout un foin dans le pays récemment à propos d'un regain de sexualité chez les jeunes. Mais faut garder à l'esprit que sur ce point, les Japonais n'ont jamais été les derniers. Surtout à l'époque d'Edo, je dois dire. La pudibonderie n'apparaît chez nous qu'au 19e siècle sous l'influence de la culture occidentale. En gros, si vous voyez quelqu'un prétendre défendre la culture japonaise en s'opposant aux droits des personnes LGBT+, en réalité, cette personne défend sa propre culture occidentale conservatrice. Concernant le féminisme, évidemment que ça existe au Japon. Même si le mouvement MeToo n'a pas pris au même moment que dans les pays occidentaux, le Japon a tout de même été secoué par la révélation de certains scandales, comme des écoles de médecine qui trafiquaient leurs résultats pour favoriser les candidats hommes, ou alors le mouvement Kutsu, qui a dénoncé l'obligation pour les femmes de porter des talons hauts dans certaines entreprises. Même des éléments culturels de conformisme, à valeur plutôt conservatrice, comme l'uniforme scolaire, ont évolué. Depuis 2019, à la suite de nombreuses pétitions pour assouplir les règles autour des vêtements en milieu scolaire, de plus en plus d'établissements ont adopté des tenues neutres en termes de genre, permettent aux filles de porter des pantalons, et certains même autorisent aux garçons de porter des jupes. Si un phénomène équivalent arrivait chez nous, je n'imagine pas le nombre de plateaux télé qui créeraient au wokisme. Le comble, c'est surtout quand certains fans de manga ou d'anime prétendent dénoncer ou s'opposer au multiculturalisme, alors que, ouvrez les yeux.
Les mangas sont multiculturels à la base. Le terme manga, qui au départ pouvait désigner tout type de représentation graphique, a été démocratisé entre autres par Hokusai au 19e siècle, célèbre pour ses œuvres ukiyo-e qui ont influencé les courants de peinture impressionnistes en Europe. Puis le terme est repris à la fin du 19e siècle, pour désigner les bandes dessinées courtes dans les journaux japonais, inspirées par les caricatures des journaux occidentaux. Ce sont les œuvres de Disney qui ont donné envie à Osamu Tezuka de faire de l'animation, et le chara-design de ces mangas est largement inspiré par la culture américaine. En feuilletant ses premières œuvres, on a l'impression de lire le journal de Mickey. Près de la moitié des films de Miyazaki ont des univers inspirés de l'Europe. La Rose de Versailles ou Lady Oscar, c'est une œuvre majeure au Japon qui reprend directement le contexte de la Révolution française. Ken le Survivant, c'est littéralement les films hongkongais de Bruce Lee dans le monde de Mad Max 2. Dragon Ball, c'est tiré d'un mythe chinois. Les exemples sont innombrables. À moins de vivre chacun dans une grotte coupée du monde, les différentes cultures mondiales vont forcément s'influencer les unes les autres à un moment. Et oui, c'était le cas aussi même pendant la période Sakoku du Japon, qui n'a jamais été totalement fermée en réalité. Prétendre qu'il existerait une culture japonaise traditionnelle pure, qu'il faudrait préserver juste pour s'opposer à des idées progressistes, comme le féminisme ou les droits des personnes LGBT+, c'est au mieux de l'inculture, au pire de l'hypocrisie et de la malhonnêteté intellectuelle. Mais alors qu'en est-il dans les mangas et animés ? Eh bien c'est un peu la même chose. On peut avoir des a priori à cause de certains aspects, alors que la réalité est évidemment beaucoup plus nuancée. En effet, on peut constater la prépondérance de certaines valeurs de droite, comme la méritocratie, à l'image du système des magazines de prépublication de mangas au Japon, notamment le Shonen Jump, dans lesquels les mangas qui ne sont pas assez populaires ne survivent pas, ou encore la représentation du modèle familial traditionnel, avec le père salarié et la mère au foyer, modèle encore très présent dans la fiction, alors qu'il est clairement en voie de disparition au Japon. Il y a même des mangas dans lesquels les héros sont des flics, qui s'entraînent dans des écoles de flics. Bon, c'est un raccourci simpliste évidemment, mais on parlera plus en profondeur de My Hero Academia une prochaine fois. Malgré ça, on observe en même temps de nombreux mangas et animés véhiculant des valeurs plus progressistes, de gauche, voire d'extrême gauche. Et je ne parle pas d'œuvres obscures méconnues, non, mais bien de mangas et animés grand public qui baignent pourtant dans ces valeurs. Shinichiro Watanabe est connu pour ses œuvres cultes comme Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, mais aussi d'autres séries comme Terror in Resonance ou Carol and Tuesday, même si elles n'ont pas autant marqué les esprits. Il est largement reconnu comme un réalisateur talentueux, proposant une qualité d'animation élevée, avec une importance donnée aux musiques dans ses œuvres. Aspirant à une société plus égalitaire, depuis qu'il réalise des animés, Shinichiro Watanabe est attaché à une représentation très diversifiée dans ses personnages, que ce soit en termes de genre, d'origine ou de sexualité. Il inclut même ces thématiques dans leur développement, ainsi que dans le scénario de manière pertinente. Que ce soit dans Samurai Champloo, qui se déroule à l'ère d'Edo, par exemple à travers le personnage de Mugen, originaire d'un peuple des îles Ryukyu, qui rencontre un personnage originaire du peuple Ainu, une population du nord de l'archipel, colonisée à l'époque avant de voir sa culture disparaître peu à peu par assimilation forcée. Ou alors encore, autre exemple, dans Carol and Tuesday, se déroulant dans un futur d'anticipation où il caricature Donald Trump. S'il y a un réalisateur d'animation japonaise connu et apprécié du grand public, c'est bien Hayao Miyazaki. Avec des films parlant tout autant aux enfants qu'aux adultes, il propose des univers très variés avec une animation irréprochable. On constate facilement sa tendance à inclure dans ses histoires des fables écologiques, ainsi que l'importance qu'il accorde à ses personnages féminins, ce qui n'est pas du féminisme pour autant. Créer de bons personnages féminins, ça devrait juste être la base en fait. Mais ce qui est moins connu, c'est sans doute ses influences marxistes, qui transparaissent à travers ses œuvres. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Bolshevik sur le sujet. Mais sachez en gros que, avant de fonder son studio, Miyazaki était un syndicaliste convaincu qui s'est battu pour donner de meilleures conditions de travail aux animateurs. Ghibli est d'ailleurs un des studios d'animation japonais qui traite le mieux ses travailleurs. Et ses valeurs de solidarité et de respect du travail prolétaire, ainsi que des critiques du capitalisme et un certain anti-américanisme, se décèlent assez facilement dans ses œuvres. Avec des animés comme Gurren Lagann, Kill la Kill ou Promare, on trouve chez le réalisateur Hiroyuki Imaishi un certain thème récurrent, la lutte contre l'autorité. Bien moins engagé politiquement que les deux précédents réalisateurs, il reconnaît cependant comprendre pourquoi les thématiques dans ses œuvres ont pu résonner avec certaines problématiques actuelles, notamment la sortie du film Promare, dont la représentation d'une population opprimée et stigmatisée par le pouvoir, ou encore l'esthétique boys love, ont été très bien accueillis par les spectateurs sensibles aux idées progressistes. Et ces thématiques continuent d'être le cheval de bataille de Hiroyuki Imaishi, comme on peut le voir avec Brand New Animal ou encore Cyberpunk Edge Runners, dont le genre issu d'une critique des dérives du capitalisme se marie parfaitement avec le style du réalisateur. Quitte à parler de trucs populaires avec une lecture politique, il ne faudrait pas oublier l'éléphant au milieu de la pièce.
One Piece. Avec ses histoires de pirates qui combattent un gouvernement corrompu, totalitaire et militariste, d'armées révolutionnaires qui se soulèvent contre l'impérialisme, de métaphores pas subtiles du tout sur le racisme, ses nombreux personnages queer, ou encore ses méchants littéralement inspirés des SS de l'Allemagne du Troisième Reich, c'est à se demander comment ce manga ne s'est pas encore fait taxer de propagande wokiste. Et c'est là qu'on voit vraiment que la marine n'est qu'une façade, que ce n'est rien d'autre que le bras armé d'une poignée de puissants qui ne cherchent que sa propre conservation. Que derrière cette promesse de sécurité et d'ordre se cache en fait un objectif de contrôle de la population afin de s'assurer de laisser le pouvoir aux mains de quelques-uns. Et cette poignée de puissants protégée par la marine est représentée par les fameux dragons célestes, que vous connaissez bien. Bon d'ailleurs au passage on peut quand même signaler que des débiles ont fait une analogie dragon céleste juif, en mode c'est une métaphore des juifs qui dirigent le monde ou un truc complotiste antisémite comme ça, alors qu'en fait c'est tout simplement une métaphore de la poignée d'ultra riches dont l'influence est telle qu'ils peuvent intervenir dans des décisions politiques d'un pays entier. Alors, même sans bien connaître One Piece, je pense pouvoir affirmer que la volonté d'Eiichiro Oda n'est pas de mettre en avant un certain bord politique, mais plutôt de se servir de tous ces thèmes comme vecteur narratif. Après, même s'il reste parfois ambigu sur certains sujets, c'est toujours sympa de se dire que c'est ce type de manga qui est parmi les plus populaires au monde. D'une manière générale, il y a une grande offre de mangas qui ont pour thème des sujets progressistes. Certaines maisons d'édition en France en font même leur ligne éditoriale, comme Akata, ou proposent des collections thématiques comme Mu chez Ototo. En bref, évidemment que ça n'a pas de sens de se demander si les mangas sont de droite ou de gauche, tout comme ça n'a pas de sens de qualifier le Japon comme étant soi-disant un pays de droite. L'important c'est surtout de remettre en question tous les clichés simplistes autour d'une culture, dans lesquels j'ai pu aussi tomber, et qui réduisent ces nuances et ces individus à une nature monolithique erronée. Lorsque vous entendez une généralité sur les Japonais, même si elle vient d'un prétendu spécialiste qui vit là-bas, gardez un doute raisonnable, car ce n'est pas neutre politiquement. Si j'ai fait cette vidéo, vous vous en doutez, c'est pour rebondir sur l'actualité politique en France. Je pense que nous sommes à un moment important pour notre pays, et que s'il y a bien un moment pour voter, c'est maintenant. Vous pouvez facilement vérifier sur le site du gouvernement si vous êtes inscrit. Il y a même de fortes chances que vous le soyez sans même le savoir. Et il n'y a pas besoin de sa carte d'électeur pour voter, une pièce d'identité suffit. Si vous n'êtes pas disponible le 30 juin ou le 7 juillet, ou si vous avez déménagé, vous pouvez très rapidement faire une procuration en ligne avant de la valider dans un commissariat. Ça ne prend qu'un instant et il n'y a pas de date limite. Quelques minutes de votre vie pour décider de l'avenir de votre pays sur plusieurs années, je pense que ça vaut le coup. Quant à pour qui voter, je pense que vous avez deviné que je vais vous conseiller de voter pour l'Union de la Gauche, le nouveau Front Populaire. J'entends, il y a des choses à reprocher aux différents partis de gauche, notamment des personnalités qu'il faudrait écarter. Mais pour une fois qu'ils ont réussi à se réunir autour d'un programme commun, en un temps record, c'est miraculeux. Et il faut saisir cette chance, car c'est le seul groupe politique qui permettra de réparer la casse sociale organisée depuis des années. Et surtout, y a pas trop le choix en fait. C'est quoi les autres options? Macron? Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer? Le Rassemblement National? Bon, normalement j'aurais pas eu besoin de développer, mais je vais le faire quand même. Vous votez RN parce que vous êtes patriote? Ils sont littéralement financés par les Russes. Vous votez RN car vous êtes dans la misère? Les députés RN ont systématiquement voté contre les mesures sociales à l'Assemblée. Vous votez RN car vous êtes contre Macron? Presque une fois sur deux, les députés RN votent la même chose que les députés macronistes. Vous votez RN pour revenir sur la réforme des retraites? Ils sont déjà en train de changer d'avis et de s'allier avec les républicains qui de toute façon ne voudront pas. Mais s'il y a bien une raison liée au manga pour lesquels il ne faut pas voter RN, le RN veut exclure les mangas du pass culture. Ils ont déjà tenté de le faire à l'Assemblée. Et c'est logique, l'extrême droite méprise la culture populaire. Si vous êtes en âge de voter, le pass culture ne vous concerne pas a priori. Mais vous avez sans doute des petits frères et sœurs, des nièces, des neveux, des enfants peut-être, qui pourraient en bénéficier. En bref, allez voter le 30 juin et le 7 juillet. Faites une procuration si vous n'êtes pas dispo, votez Nouveau Front Populaire, et si ce dernier ne passe pas au second tour dans votre circonscription, on rappelle, aucune voix pour l'extrême droite, aucune voix pour le RN. Il vaudra toujours mieux donner un siège à un parti de Macron affaibli plutôt qu'à l'extrême droite.